Bonjour et bienvenue à cet entretien qu'accorde la Cameroun Radio Television, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Christopher John Lamora. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de la Cameroun Radio Television et surtout d'accorder une interview en français. Merci, Charles. C'est toujours un plaisir d'échanger avec les journalistes camerounais. Vous avez déjà célébré 3 fêtes nationales américaines au Cameroun, mais ta première audience publique au Cameroun après les lettres au ministère des Relations extérieures, c'était avec le président du Conseil constitutionnel. Pourquoi avez-vous choisi d'aller là-bas, pas avec le Premier ministre? C'est vraiment intéressant parce que lorsqu'on arrive dans un pays en tant qu'ambassadeur, dans mon cas, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, vraiment, ce n'est pas complètement le choix de l'ambassadeur qui vient d'arriver avec qui on va se réunir d'abord. Ça dépend aussi des programmes tellement chargés des interlocuteurs, des personnes avec lesquelles nous voulons échanger. Donc, nous avons demandé des audiences avec beaucoup de monde. Et c'était le président du Conseil constitutionnel qui m'a offert la première réunion. Dans l'opinion publique camerounaise, cela indiquait du fait que peut-être que les questions liées à la démocratie, au respect du calendrier électoral, à la constitutionnalité des droits au Cameroun pourraient être les priorités parmi les missions que Washington vous a assignées au Cameroun. C'était le cas? Bon, la démocratie, la bonne gouvernance, les droits humains, tout ça sont toujours des priorités du gouvernement des États-Unis. Et votre audience, vos spectateurs ont vu depuis les 2 dernières années et demie que je suis ici que nous avons mis beaucoup d'accent sur ces thématiques-là. J'ai parlé de ces choses avec beaucoup de ministres, avec le Premier ministre et, comme vous l'avez très bien dit, avec le président du Conseil constitutionnel. Donc, si on se comprend bien, les enjeux électoraux très bientôt au Cameroun figurent parmi tes priorités au Cameroun. Je parle naturellement de l'élection présidentielle de 2025 et les autres, sachant très bien que les élections parlementaires n'auront plus lieu l'année prochaine. Bon, il faut dire que les élections sont seulement une partie de la vie démocratique d'un pays. Okay. Évidemment, on met beaucoup d'accent sur ça. Ce sont les citoyens, c'est le gouvernement, c'est les partis politiques qui voient, qui regardent vers l'avenir, qui regardent 2025 et qui se posent des questions sur ce qui va se passer. On a vu évidemment récemment la décision du gouvernement de prolonger les élections prévues d'abord pour 2025, probablement en 2026, à cause d'élargir, disons, le terme, le mandat des membres de l'Assemblée nationale par un an. Mais ça fait seulement une partie de ce que c'est la démocratie. La démocratie, c'est aussi la bonne gouvernance. C'est rendre les services sociaux au peuple dont ils ont besoin, etc. Donc, c'est un tout petit pas. Et parlons d'autres éléments de la démocratie figurent très bien, les droits de l'homme. Souvent, l'ambassade des États-Unis sortait les communiqués tout le temps pour parler des questions liées aux droits de l'homme au Cameroun. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces rapports-là. Ça existe toujours? Bon, il y a 2-3 manières de répondre à cette question-là. Je dirais d'abord, chaque année, le département d'État, c'est-à-dire notre ministère des Relations extérieures, délivre, publie un rapport sur la grande plupart des pays partout dans le monde, y compris le Cameroun, et la situation et nos préoccupations, nos inquiétudes sur les droits humains. Et donc, ça continue. Nous avons publié en, je crois, avril de cette année pour l'année passée. Donc, ça continue, basé à Washington. Deuxièmement, vous avez parlé des communiqués de presse, ce n'est pas le terme que tu as utilisé, mais communiqués de presse de l'ambassade. Nous en avons fait, par exemple, par rapport à la liberté de la presse et le journalisme. Nous avons été et nous continuons à être très très clairs sur le cas, par exemple, de Martinez Zogo et ce que nous attendons en tant que la recherche pour la justice et que le procès qui a lieu actuellement soit ouvert et transparent. Donc, nous faisons de tels constats. Autre élément concernant les droits de l'homme
au Cameroun, c'est les droits des enfants, des femmes. Depuis votre arrivée ici, quel est le regard que vous portez à ce sujet? D'abord, il faut dire que nous ne disons pas maintenant en anglais ou bien en français les droits de l'homme. Ce sont des droits humains, parce que c'est les hommes ainsi que les femmes qui ont et qui devraient avoir un langage égalitaire. Les mêmes droits. OK. Bon, par rapport spécifiquement quant aux femmes, je peux dire que, par exemple, dans la lutte contre la traite de personnes, nous avons travaillé de tout près avec le gouvernement camerounais, avec les organisations de la société civile, pour améliorer, pour protéger les femmes en particulier contre la traite. Et je dois souligner aussi que le gouvernement camerounais, le ministère des Transports, le ministère des Affaires sociales, ont très bien fait récemment avec la campagne de publicité contre la traite des êtres humains à l'aéroport de Douala et aussi à l'aéroport ici à Yaoundé. Merci Marlène. Parlons maintenant de l'assistance humanitaire au Cameroun. Depuis votre arrivée, vous avez trouvé les crises sociales au Cameroun. Par exemple, la crise des réfugiés venant de la Centrafrique, du Nigeria. Quel est l'apport des États-Unis dans ce sujet actuellement au Cameroun? Bon, j'ai eu l'occasion de rendre visite au centre de réfugiés à Minawao, dans l'extrême nord, il y a 1 an et demi environ. Et j'ai vu là-bas la situation des réfugiés du Nigeria. Et bien que je n'ai pas encore eu l'occasion de voyager et voir les réfugiés centrafricains, je suis bien informé sur ça. Nous avons travaillé avec le gouvernement camerounais, avec le système des Nations Unies, avec l'Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et autres, pour rendre de l'aide à ces personnes dans les deux endroits, c'est-à-dire les Nigérians et aussi les Centrafricains. Le gouvernement des États-Unis est le plus grand donateur, le plus grand bailleur de fonds à ces agences de l'ONU pour rendre l'assistance à ces communautés. Vous avez envoyé l'assistance en termes de fourniture de nourriture il y a quelques mois. La semaine passée, j'ai discuté avec la directrice sortante du programme alimentaire mondial au Cameroun et elle appréciait l'apport des États-Unis au Cameroun. Lorsque vous regardez le déficit à combler, c'est énorme. Et ce que vous donnez? Je veux dire, parce que vous avez mentionné la directrice sortante du Haut Commissariat des réfugiés, du PAM, du Programme alimentaire mondial, oui. Que nous avons travaillé très bien avec elle et son équipe et nous allons continuer à le faire. Non, l'alimentation, la nourriture qui vient ici, qui est financée par le gouvernement américain, n'est pas suffisant, mais il y a beaucoup d'autres et aussi le gouvernement du Cameroun qui aide aussi. Maintenant, parlons d'un sujet qui a marqué les esprits avant votre arrivée ici. Lors de ma première interview avec vous, on avait largement évoqué la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Depuis 2017, vous êtes l'un des rares chefs de mission diplomatique qui s'est déplacé dans le Nord-Ouest. En français facile, la vie est de retour normal, n'est-ce pas? Je dirais pas normal. Aucune vie n'est normale lorsqu'il y a des batailles tout autour de la maison. La vie n'est pas normale quand les enfants ne peuvent pas aller à l'école, quand il n'y a pas de cliniques, d'hôpitaux, etc. Donc ce n'est pas du tout normal. Mais ce que nous voulons, ce que nous travaillons à atteindre, c'est une amélioration de la situation dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, pour que les habitants de ces deux régions puissent rentrer à la vie éventuellement qu'ils avaient avant. Lorsque vous regardez les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, vous avez dénoncé le fait que les enfants sont empêchés d'aller à l'école. La dernière fois, quand j'étais ici avec vous, il y a pratiquement 2 ans, le président a félicité le gouvernement américain le fait que vous avez pris certaines initiatives de traduire en justice les auteurs des violences dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest basées aux États-Unis d'Amérique. Et après ça s'est arrêté. C'est fini? On ne s'est pas du tout arrêté. On doit simplement lire les nouvelles des États-Unis pendant ces 2 dernières années, depuis notre premier entretien, première interview.
Et on peut voir facilement qu'il y avait d'autres cas où les autorités chargées de l'application de la loi américaine ont mis à justice d'autres personnes d'origine camerounaise qui vivent actuellement aux États-Unis et qui ont soit financé la violence dans les deux régions ou soit aidé dans d'autres manières. Je ne peux pas dire ce que fait notre département de justice actuellement, parce que ce sont des investigations en cours peut-être, mais j'espère que nous allons, et je peux dire que nous allons continuer à poursuivre ceux qui, dans le cadre de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, ont violé, ont enfreint les lois américaines. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, malgré les efforts finis par les États-Unis, les autres partenaires au développement et même l'État du Cameroun à stabiliser la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, nous n'arrivons pas à avoir l'objectif fixé. Parfois, quand je parle avec la population camerounaise ou bien même avec les autorités camerounaises, ils disent souvent, c'est une question d'opinion, que la clé est largement avec les États-Unis, mais ils ne font pas suffisamment. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Je suis au courant de ça, mais je ne suis pas d'accord. Les États-Unis, mon gouvernement, nous avons fait beaucoup de choses. On a parlé déjà de l'aide humanitaire. On a parlé déjà des visites que moi personnellement et d'autres membres de mon équipe avons rendues aux deux régions. C'est pour voir, c'est pour aider, c'est pour parler, échanger avec les résidents des deux régions. On a parlé déjà de la justice qu'on poursuit aux États-Unis contre ces personnes-là qui ont fait des choses aux États-Unis contre nos lois dans le contexte de la crise. Nous continuons à le faire. Nous avons aussi très clairement, publiquement, constamment souligné l'importance de la continuation des conversations élargies entre le gouvernement et des parties prenantes à travers toutes les deux régions. Voici ce que Yaoundé estimait à un moment, vrai ou faux. Et Yaoundé, quand je dis Yaoundé, c'est un langage diplomatique, je dis des autorités camerounaises. Que les personnes qui ont empêché les enfants d'aller à l'école dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est les mêmes gens qui sont primés par les institutions fortes aux États-Unis, comme la Kennedy Center, ou bien les autres. Comment réconcilier le fait que les États-Unis est la première nation au monde qui défend le droit d'aller à l'école des enfants, et c'est aux États-Unis qu'on prime également les gens qui ont lu publiquement les discours empêchant les enfants d'aller à l'école au Cameroun? Je ne cache rien que Maître Agbobala, par exemple, c'est lui qui avait lu ces discours, et le gouvernement camerounais et la population camerounaise estiment que vous jouez un double jeu. C'est vrai ça? Non, ce n'est pas du tout vrai. Il n'y a pas de double jeu là. Il y a deux parties de cette question là. La première, c'est le droit à l'éducation. Et je suis profondément attristé que les enfants des deux régions, du nord-ouest et du sud-ouest, aient perdu des années scolaires depuis le début de la crise 2016-2017. Donc, il n'y a aucune raison que les enfants ne devraient pas aller à l'école. Et nous avons été très clairs en ça plusieurs fois. Mais quant aux personnes qui vivent aux États-Unis, qui ont le droit d'envoyer leurs propres enfants à l'école, comme tu l'as bien dit, le droit de la parole aux États-Unis, le droit... Maître Agbobala en Congo vit au Cameroun, c'est lui qui avait lu le discours à Douala que il n'y aura pas l'école tant que toutes les revendications ne seront pas fixées. Et quelques mois après, on lui a donné le prix de défense des droits de l'homme. C'est de ça que je parle, par exemple, dont le gouvernement estime, et même une partie de l'opinion, que vous encouragez ces gens. Nous n'encourageons pas du tout ces gens-là. Le contraire, nous avons très clairement dit qu'il n'y a aucune raison pour la violence, il n'y a aucune raison, c'est inacceptable que cette violence dans les deux régions continue, et que les personnes qui se trouvent aux États-Unis ne soient pas protégées par les lois américaines par rapport à la violence. Mais ce que nous avons aussi aux États-Unis, ce sont des protections constitutionnelles très fortes
à la liberté d'expression et on doit aller vraiment loin, je dirais, pour traverser la ligne entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Et jusqu'à ce point, les autorités judiciaires, policières des États-Unis, dans la plupart des cas, ont trouvé que ces personnes n'ont pas dépassé cette ligne. La dernière question sur ce sujet du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et qui s'agit également des États-Unis. Comme vous le savez, il y a beaucoup de Camerounais qui sont dans le gouvernement, qui sont les anciens boursiers des programmes d'échange américains. Ils estiment également qu'il y a les gens qui sont passés par l'ambassade des États-Unis, qui sont allés dans les programmes de formation du gouvernement américain et même quand les formations ou bien programmes sont terminés, ils doivent rentrer au Cameroun. Mais pendant cette période, on a eu les gens qui sont partis à ces programmes, ne sont pas rentrés, ils ont continué à faire l'activisme, vous ne les avez jamais interdits. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je peux dire, c'est que quand nous envoyons, quand nous finançons des voyages des citoyens de n'importe quel pays, dans ce cas le Cameroun, d'aller aux États-Unis dans des programmes d'échange ou bien éducatifs, c'est avec l'idée et l'espoir que ces personnes vont rentrer chez eux après le temps aux États-Unis temporaire. Dans les cas où les personnes ne reviennent pas, ça tombe, je dirais, aux autorités migratoires des États-Unis de voir comment réagir à la présence continuante de ces personnes aux États-Unis. Maintenant, parlons de la santé. Et c'est un endroit où il y a trop d'investissements américains au Cameroun ces derniers temps. Pourquoi vous êtes trop intéressé aux questions liées à la santé au Cameroun, près de 560 milliards de francs CFA? Bon, je dirais d'abord qu'on ne peut pas être trop intéressé dans la santé publique. Il est impossible de mettre trop d'accent sur la santé publique parce que la santé, c'est à la base de tout. Okay. Les enfants malades ne peuvent pas aller à l'école, les travailleurs malades ne peuvent pas travailler et soutenir leur famille. Ça blesse, ça donne des mauvaises choses à l'économie camerounaise, la croissance économique. Même plus que simplement la santé de chaque individu. Donc on ne peut pas mettre trop d'accent sur ça. Oui, vous avez dit santé, c'est pas peut-être suffisant de ce qu'on fait dans ce domaine. Lié à ça, c'est la capacitation des Camerounais. Je parle maintenant des relations humaines entre les États-Unis et le Cameroun. Il y a le programme, par exemple, de Peace Corps qui vient, il enseigne au Cameroun. Lorsque vous regardez ces gens qui sont formés aux États-Unis, qui reviennent au Cameroun pour contribuer au développement du Cameroun, est-ce que vous êtes fier de leur contribution dans le développement du pays? Absolument. Je ne pourrais pas être plus fier de ces gens qui rentrent ici après la formation aux États-Unis, ou bien les personnes que nous avons formées ici au Cameroun même. Tu as mentionné le Corps de la paix. Presque 4000 volontaires du Corps de la paix sont venus au Cameroun depuis 1961. C'est incroyable ça. Je rencontre partout, pendant les 2 dernières années et demie, des Camerounais qui ont été touchés personnellement pour des enseignants, par exemple, du Corps de la paix. Quant à la santé publique, nous avons formé ici, au Cameroun, plus d'1000 personnes pour être épidémiologues, pour être chercheurs médicaux, etc. Ça aide à la croissance du Cameroun et la santé publique. Regardons maintenant les Camerounais vivant aux États-Unis ou bien ceux qui sont devenus les Américains. Ils ne sont pas moins dans les administrations publiques. Le Cameroun est vraiment utile dans la politique immigratoire des États-Unis? Bon, nous avons eu la fierté de recevoir ici en septembre de l'année dernière l'ambassadeur John Kengasong, qui est médecin d'origine camerounaise, maintenant citoyen des États-Unis, qui dirige nos programmes mondiaux contre le VIH-Sida. Nous sommes extrêmement fiers de lui. C'est énorme ça, n'est-ce pas? C'est énorme. Et le Cameroun doit être extrêmement fier de lui aussi. Lorsqu'il était ici, le Dr Kengasong, en septembre de l'année dernière, nous sommes allés ensemble à l'université de Yaoundé 1. J'y étais avec vous. Et c'est là, tu as vu, la foule qu'il a reçue, l'enthousiasme
de son retour à l'école où il a eu sa formation médicale. C'est une fierté pour nous et pour vous aussi. Les Jeux olympiques se déroulent actuellement en France. Avez-vous déjà eu le temps de discuter avec Joel Embiid? Moi, personnellement... La star de la NBA. Ouais. Moi, personnellement, non. Mais je connais des gens qui le connaissent et nous sommes ravis qu'il a choisi de représenter les États-Unis au JO. Mais il est aussi, je dirais de nouveau, une fierté de la France, du Cameroun et aussi des États-Unis. Maintenant, parlons des questions liées à la coopération économique. On n'entend pas beaucoup des États-Unis dans ce sujet, au moins en matière d'infrastructure physique. Qu'est-ce qui se passe? Bon, nous ne sommes pas le numéro 1 des investisseurs dans l'infrastructure ici au Cameroun, mais les sociétés, les entreprises américaines ont fait de grandes choses ici dans ce domaine. Par exemple, il y a une société américaine qui vient de signer un accord avec le gouvernement camerounais pour construire un barrage sur le fleuve Sanaga qui fera 240 mégawatts d'énergie. Ça, c'est énorme. Ça va aider des milliers de foyers. C'est une grande chose, ça. Lorsque le président Paul Biya était aux États-Unis en 1986, il a eu à tenir un discours devant la Maison-Blanche, en français et en anglais, et il a dit que les investisseurs américains ne doivent pas souffrir au Cameroun parce que c'est un pays bilingue. Il peut s'exprimer en français ou bien en anglais, mais on ne voit pas les grandes sociétés américaines au Cameroun, Coca-Cola, General Motors, IBM, International Business Machine. OK. D'abord, le Coca-Cola est ici. Il y a l'usine à Douala qui embouteille le Coca-Cola ici localement. Donc, le Coca-Cola est ici. Quant aux autres, tu as raison. IBM n'est pas ici, General Motors n'est pas ici. Facebook, YouTube, tous les grands noms de... Mais Facebook et YouTube sont ici, ce sont en ligne, ce sont partout. Quand je dis les sièges comme ça se passe au Nigeria, vous voyez ce que je dis. Je comprends, mais il y a... Ou bien Google. Mais il y a beaucoup de pays anglophones africains où ces compagnies peuvent choisir d'aller. Mais ce ne veut pas dire que c'est quelque chose contre le Cameroun. Je dirais que nous avons été très clairs. Nous encourageons les sociétés, les entreprises américaines à venir au Cameroun, mais de le faire... Est-ce que c'est une question liée à l'environnement économique, à l'environnement aux investisseurs? Le Cameroun n'est pas une bonne destination à faire business? Bon, il n'est pas facile parfois de faire tout ce que les sociétés américaines veulent faire ici par rapport au système bancaire, par exemple. OK. Bon, mais nous avons travaillé avec le ministère des PME, Petites et Moyennes Entreprises, avec le ministère de la Finance et d'autres économies, pour aider à améliorer le climat d'investissement ici pour que plus de sociétés américaines puissent venir. Qu'est-ce qui manque concrètement? Si vous devez déchiffrer ou bien décrire cet environnement, qu'est-ce qui manque côté Cameroun? Bon, je ne dirais pas qu'il y a des manques. Ce que je dirais, c'est que parfois, les entreprises américaines sont un peu nerveuses. Ils se posent des questions. Mais nous essayons de les assurer jusqu'à ce que nous puissions. Mais c'est la responsabilité, enfin, de ces sociétés américaines de se renseigner au maximum avant de venir. Nous pouvons rendre de l'aide, nous pouvons les fournir de l'information et on peut continuer à essayer qu'ils viennent. Les changements climatiques. Le Cameroun fait partie du bassin du Congo, le deuxième poumon écologique de la planète. Est-ce que les programmes américains dédiés à la protection de l'environnement, à l'assainissement des villes, à lutter contre la pollution visent concrètement les sociétés au Cameroun ou bien est-ce que vous avez les projets concrets dans ce sens? Oui, nous avons de la coopération. Par exemple, il y a le parc trinational entre la République du Congo, la RCA, le Cameroun, qui est soutenu par le gouvernement américain, entre autres. Nous avons des programmes pour protéger les animaux sauvages au Cameroun.
Nous avons travaillé avec le gouvernement camerounais et spécifiquement le ministère de la Faune et des Forêts au sujet de protection des arbres et la réforestation, déforestation. Donc, toutes ces choses, nous nous en occupons. Je dirais aussi, j'ai une préoccupation vraiment dans l'extrême nord, parce que c'est là-bas où le changement climatique a plus touché les citoyens les plus vulnérables du Cameroun. Et la désertification là-bas, la sécheresse, impacte directement la sécurité alimentaire aussi. Donc, c'est tout lié. Avant les questions liées à l'actualité internationale, la dernière sur le Cameroun, 20 ans, il y a déjà cette année, le plus grand investissement des États-Unis, ce qui a été qualifié à l'époque en Afrique sud du Sahara, le Tchad-Cameroun Pipeline Project. Quand est-ce qu'on aura encore ce genre de projets gigantesques au Cameroun ou bien en Afrique centrale? Maintenant, il n'y en a pas ici au Cameroun aussi grand que le pipeline. Hein. Mais nous travaillons... 3 milliards de dollars, quelque chose comme ça, d'investissement. C'était énorme, absolument énorme. Mais maintenant, il n'y a pas de projet de telle grandeur, je dirais. Oui. Mais on continue, comme je le disais auparavant, on continue à chercher des opportunités, des possibilités pour que les sociétés américaines puissent se coopérer avec le gouvernement et autres sociétés privées pour améliorer les vies des Camerounais. La dernière fois, j'étais avec monsieur l'ambassadeur de Russie au Cameroun. Et il m'a dit, et de ma connaissance, vous avez regardé l'interview, il m'a dit la clé pour terminer la guerre n'est pas dans les mains de la Russie et que si vous acceptez, c'est-à-dire vous, les Américains, vous acceptez le plan de ce qu'ils avaient proposé, la guerre serait terminée depuis. Je reviens aux Américains à quand la fin de la guerre en Ukraine. On ne va pas refaire l'histoire des causes et tout ça. Je respecte mon homologue russe. Mais il ne va pas te surprendre que je ne suis pas d'accord. Parce que je lui ai dit que je vous avais posé la question et voici la réponse que vous m'avez donnée. Donc je voulais avoir sa réponse. Et maintenant vous revenez à me poser la réponse de... Okay. Oui. Okay. Bon, c'est très facile. La Russie, le président Poutine, peut mettre fin à cette guerre illégale qui est complètement contre tous les principes internationaux de l'ONU, le Charte des Nations Unies, dans un instant. Il retire ses armées, il retire ses troupes. Maintenant, aujourd'hui, la guerre serait finie aujourd'hui. C'est lui qui a commencé la guerre, qui n'a pas été provoquée par personne, par aucun autre pays. C'était une guerre de choix de la part du président Poutine et il peut aussi l'arrêter. Et il vous dira qu'ils partiront quand il veut, quand vous êtes parti de l'Irak ou bien de l'Afghanistan, quand vous avez senti que c'est le moment de partir. C'est vrai, je comprends. Mais ça, c'est différent que de dire que ce n'est pas le choix du président Poutine de rester là-bas. Il doit s'en aller. Il est entré là-bas illégalement. Illégalement. Enfin, la situation à Gaza, au Moyen-Orient, nous avons vu tout ce que les Américains ont fait pour ramener la vie à normal. Ça ne marche pas. Le Premier ministre israélien était dernièrement à Washington. Il dit, pour mettre fin à la barbarie, les États-Unis d'Amérique et Israël doivent toujours être ensemble. Vous êtes d'accord avec lui? C'est vraiment la solution? Ce que je peux dire, c'est que nous avons été, le président Biden a été depuis le début très clair que l'Israël a le droit de se défendre. Que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était incompréhensible et pas du tout justifié. Maintenant, l'accent doit être sur la protection des personnes qui vivent à Gaza, que l'assistance puisse les atteindre,
et que l'Israël prend en conscience toujours la protection des civils. Maintenant, c'est sur ça que nous travaillons. Nous voulons un cessez-le-feu durable. Nous avons poussé l'Israël pour ça. Le président, le premier ministre ont parlé de ça. C'est très clair, c'est public. Et nous voulons que la guerre au Gaza se termine aussitôt que possible. Je reviens sur le nord-ouest et du sud-ouest. S'il y a d'autres actions visant comme la finalité la paix, qu'est-ce que les États-Unis entendent faire? La violence ne sera pas la solution permanente à ce qui se passe là-bas. Pas du tout. On doit permettre aux citoyens, aux résidents du nord-ouest et du sud-ouest d'aller au travail, d'aller à l'école, de recevoir la santé nécessaire, etc. Donc nous allons continuer à travailler en parlant avec toutes les parties prenantes, avec les organisations de la société civile, et j'ai déjà mentionné la question que vous avez posée avant sur la poursuite de la justice aux États-Unis. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, finalement, je reviens sur les droits de l'homme. C'est un sujet que le président Joe Biden avait évoqué dans son premier discours aux Nations Unies. Il avait qualifié le Cameroun comme un pays où la communauté LGBT est maltraitée et tout ça. Depuis votre arrivée au Cameroun, est-ce que vous avez vu les éléments liés à ce sujet? Les États-Unis défendent toujours les droits de l'homme. Nous défendons les droits de toute personne partout dans le monde. Les personnes de la communauté LGBT, comme les femmes, comme les enfants, comme les travailleurs, comme les personnes handicapées, comme tout le monde. Parce que chaque personne, peu importe, n'importe quelle communauté, disons, à laquelle ils appartiennent, ont les droits de vivre, comme ils veulent. Et on doit les traiter comme tout autre membre de la société camerounaise. Et oui, nous allons continuer à défendre les droits de toute personne camerounaise. Et avec ça, nous terminons l'interview. Je ne souhaite pas vous poser les questions liées à l'agenda électoral aux États-Unis, parce que je sais, naturellement, vous avez me dit, vous n'avez pas la compétence de juger qui sera votre futur présidente ou bien président ou non. Donc, l'audience doit m'excuser que je ne vous pose pas les questions, parce que je sais professionnellement que votre travail ne vous permet pas de discuter en profondeur les questions liées au calendrier électoral américain. Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, merci d'avoir accepté de parler à la Cameroun Radio Télévision, et à très prochainement. Merci, Charles. Merci.